5e semaine déjà. À mes côtés, Laurence Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin. Comment ça va, les amis? Ah, ça va tellement bien. Et toi, Raph, comment ça va? Très bien. Oui, ça Votre va super bien. énergie est débordante, je la sens d'ici. Elle me propulse, elle me soulève. Moi qui est un peu enrhumé, en arrache en ce moment, vous êtes mon soleil et ma vitamine D comprimés en 2 individus. Mon Dieu, c'est trop. C'est trop, je Merci ton jus d'orange matinal. Souvenez-vous de la chanteuse dans les années 90. Ben oui, Graduation Song. Oui, c'est ça, c'était pas Sunshine, comme vitamine D qu'elle s'appelait, non? Vitamine D ou vitamine C? Je sais vitamine. Puis elle avait les cheveux orange, elle avait du linge très... Oui. 13 années, fin 90-2000. Ouais, puis très coloré. Est-ce que c'était sur Big Shiny Tunes? Oui. Voilà. Together. We're forever. Bon, sûrement l'intégrer au montage du podcast. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on est à la 5e semaine et la seule chose qui transparaît qu'on soit rendu là, c'est nos cernes. Mais autrement, avec les week-ends qu'on vient de passer, c'est difficile de pas être rempli de peps. Ah, c'est vitamine C qu'elle s'appelait. Voilà. Vitamine C. Et la chanson était Graduation, entre parenthèses, Friends Forever. C'est un peu comme nous, ça. Hein? Honnêtement, le clip, je l'ai pas en tête, mais il doit être incroyable. Je vous invite à aller le voir dans les corridors, sur les internets. Il est très, très spectaculaire. C'est un peu une vraie nostalgie, assurément. Mais donc, vous êtes tout ça pour moi. Vous êtes vitamine C pour moi ce matin. Donc, c'est cette personne flamboyante. Très beau week-end au Sepsum, les amis. Et là, je vous rappelle donc brièvement, on est dans le bloc actualité. Donc là, aujourd'hui, on fait vraiment tout ce qui est le tour des compétitions du week-end dernier des Carabins. Et plus tard dans la semaine, nous avons pas une, mais 2 entrevues, mercredi et jeudi, avec de nos étudiants athlètes inspirants. Hein, c'est le bon terme, je pense. Mais en attendant, donc, on fait le tour de ces compétitions-là. Et Raphaël, on commence avec, je crois, il y avait une joute de football le samedi au Sepsum. Ça dit quelque chose, j'ai vu ça des nouvelles, là. Il y avait une très belle joute de football le samedi au Sepsum. Probablement la celle qu'on attend le plus de l'année, mis à part si on se rend loin en série, mais en saison régulière, probablement celle qu'on attend le plus. La visite du Rouge. Autant qu'il y a une rivalité face à cette équipe-là, je veux dire, on aime ça les voir au Sepsum parce que ça donne toujours de très bons matchs. Puis, encore une fois, on n'a pas été déçus. Premièrement, victoire de 23-18 des Carabins face au Rouge de l'Université Laval. Oui. Donc, difficile de... Une première défaite pour le Rouge depuis quand même un certain temps. Oui, parce que l'an passé, on a remporté la Coupe Vanier avec une saison parfaite. Là, on remonte à la saison d'avant. Là, je peux pas dire exactement c'était quand. Exactement. Non, c'est pareil, il avait perdu en finale la Coupe Vanier. Exactement, ouais. Donc, ça remonte, c'est vrai. Donc, la dernière match de 2 ans. Oh, bien sûr. Mais non, donc on bat le Rouge 23-18 dans un match qui, si on regarde le pointage, ok, on aurait pu le prédire là, un match serré, mais comment ça s'est déroulé, c'est vraiment ça qui était plus difficile à prévoir, parce que bon, la semaine dernière dans le tailgate, on avait parlé beaucoup de l'attaque au sol du Rouge versus notre front défensif, la puissante ligne à l'attaque, leur bon porteur de ballon, leur fameuse 294 verges en moyenne au sol par match versus notre ligne défensive qui donne... ça, c'était avant de rencontrer notre mur défensif, parce que notre défensive, parce que oui, c'est notre ligne défensive, mais c'est la défensive au complet qui fait le travail, qui a accordé seulement 85 verges au sol au Rouge. Donc, on parle là, de 200 verges, de 209 verges de moins que ce qu'ils récoltent habituellement en moyenne. C'est immense, parce c'est majeur. Au niveau statistique, par exemple, donner une idée là, pour les statistiques individuelles, on compte la moyenne, vu que en raison des semaines de congé, d'ailleurs, cette semaine, les Carabins sont en congé. Pas tout le monde a joué le même nombre de matchs à ce moment-ci. Donc, on compte la moyenne et les porteurs de ballon du Rouge et Or trônaient au sommet des porteurs de ballon de la Ligue et par beaucoup, avec leur moyenne de verges par match. Et là, suite à avoir frappé ce mur-là et que Réjean Giraud, dont on va parler tantôt, a eu un bon match, c'est Réjean qui est rendu meilleur porteur de ballon au Québec actuellement en date d'aujourd'hui. Exactement. On peut en parler tout de suite, même si on veut. Il mérite le bon Réjean. Depuis le début de l'année, c'était vraiment... il y avait eu de bonnes performances. Réjean, mais pas de performances explosives, dépasser, atteindre des gros chiffres, beaucoup de portées aussi. On distribue beaucoup le ballon. Là, Réjean qui a terminé avec 20
21 courses pour 138 verges, un touché aussi par la passe, a capté une passe d'une verge, donc une réception, une verge par la passe, mais elle était payante, elle nous a permis d'aller chercher 7 points. Donc Ridjan qui... Et sa longue course a permis de faire le toucher aussi de Dimitri au sol. Exactement, sa longue course, puis plusieurs courses aussi, bon, quand même assez longues, là, des fois 10 verges, 15 verges, mais on a vraiment vu à quel point ce gars-là est agile. Éviter des joueurs en défensive de l'autre côté, vraiment c'était spectaculaire. Il m'a également évité sur les lignes de côté quand j'ai failli mourir suite à une de ses courses. Là, il laissait ta vie. Mais Dieu soit loué qu'il a le pas agile parce que franchement, je me serais fait ramasser. Mais c'est vrai que sur les lignes de côté, ceux qui. Renaud, si t'es là, tu filmes, les caméramans, les photographes. Moi, j'étais tout ça pour le gram, là. J'étais pour la story d'Instagram. Ça aurait été noble que de mourir pour une story Instagram. Moi, je trouve. On aurait pu l'inscrire sur papier tombale. Mon Dieu, ma mère. Elle est morte pour une cote de story. Il y en a qui laissent leur vie pour leur nation, tout ça aurait été pour la story Instagram. Non, mais justement, là, ceux qui ont vu la story, t'as fait faire rentrer dedans. C'est incroyable, mais t'as évité. Donc, ça prouve à quel point Ridjan est agile. Oui. Et c'est pas pour rien qu'il est allé chercher ses 138 verges. C'est tout un athlète que ce Ridjan, d'ailleurs. Je devais même jouer demi-défensif à son époque avec Vanny. Donc, c'est un joueur qui peut jouer partout sur le terrain. Et vraiment un de nos bons athlètes. On appelle ça en anglais un playmaker, quelqu'un qui crée des jeux, là, qui prend, à chaque fois qu'il touche le ballon, peut se passer quelque chose. Ridjan en fait partie de ceux-là. On en a eu beaucoup au fil du temps avec les Carabins, mais en ce moment, on a tout un playmaker avec nous qui est le numéro 29. Ça a même valu le titre de joueur de la semaine en offensive. Absolument. Donc, meilleur joueur en offensive cette semaine. Donc, vraiment, en offensive, ça a passé par Ridjan pour le dernier match. Le ballon parce au sol. Il vantait anti-pépère. Exactement, c'est là que je voulais emmener. Il vantait énormément. Là, je suis vraiment poche en nord, sud, est, ouest, mais il vendait vers la le Sepsum. Vers l'est, en fait, parce que... C'était vers la zone des buts qui n'est pas protégée par la piscine, donc il vantait vers l'autre bord. Là. Le vent soufflait vers le Sepsum. Dans le fond... Non, tu l'avais de dos quand tu marquais le toucher à la deuxième... la rue Vincent Dindy. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Ça. Ah, c'est ça. Donc, quand l'attaque s'en allait... vers Vincent Dindy. Ouais. Quand l'attaque s'en allait vers Vincent Dindy, ça allait bien. Parce que je pense qu'on voit à partir de Vincent Dindy, on voit le stade. Je pense que c'est l'est. Donc, le vent soufflait nord-sud-est-ouest. Mais lorsque tu avais le vent dans le visage... c'était pas facile. C'était pas facile, parce que le vent soufflait très fort. Puis on l'a vu notamment au troisième quart. Notamment, Danny, j'en reviens un petit peu, Danny, notre entraîneur-chef, qui a décidé de donner le ballon au premier quart et au troisième quart. Puis il y a même quelques partisans qui nous ont demandé pendant le match, même après le match sur Facebook, tu sais, pourquoi on n'a pas débuté un de ces deux débuts de match-là, soit à la demi ou au début de match, avec le ballon. Parce que les entraîneurs Danny avait le choix, le privilège de décider. Et le côté de terrain. Exactement, le côté de terrain sur lequel on veut jouer. Puis en tant que grand stratège, lui avait rapidement compris qu'il voulait avoir le vent dans le dos au quatrième quart. Donc, très brillant de sa part, parce qu'au troisième quart, on l'a vu, c'était très, très, très difficile. 3 possessions à l'attaque de suite, on a accordé un toucher de sûreté. Donc, on était trop profond dans le territoire, puis on a vu ça contre d'autres équipes cette saison. Louis-Philippe, qui était les 2 pieds dans la zone des buts, est quand même dégagé, parce que bon, on connaît sa puissance, sa force, mais là, cette fois-là, face à une bonne offensive contre celle du Rougeard, surtout avec le vent, on préférait donner 2 points une fois, 2 points 2 fois, 2 points 3 fois. Là, il y en a qui commençaient à se dire, mon Dieu, on leur donne le match en toucher de sûreté. Mais on n'avait juste pas le choix non plus. Mais en bout de ligne, on revient au quatrième quart, et là, dès si je me trompe pas, notre première présence offensive au quatrième quart, c'est là qu'on est allé inscrire un toucher. Et ça a été le cas également au tournant entre le premier et le deuxième quart, c'était la même situation. Ouais, exactement. Le premier quart, on a aussi dû concéder un toucher de sûreté, donc c'est quand même 8 points sur les 18 du Rouge et Or, qui est en raison du vent finalement, parce que quand tu as le vent dans le dos, tu battais très loin pour dégager, donc nous on obtenait le ballon à l'intérieur de la ligne de 10, plutôt plus. Puis il y a eu 2 fois même là, des mauvais bonds du ballon, donc ça l'a reculé encore plus. Donc, les pénalités sur les unités spéciales à la ligne de 10. Donc on commençait toujours les séquences offensives, et là le jeu par la passe c'était pas impossible, mais je veux dire, justement, on parle du vent contre la passe, c'est difficile, là, pas juste sur les unités spéciales. Donc on préférait accorder des touchés de sûreté moins spectaculaires. Même aussi stratégie là, qu'il y avait plusieurs partisans qui la première fois qu'on l'a fait se demandaient, là, on acceptait toujours une pénalité pour prendre trop de temps pour mettre le ballon en jeu, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on voulait, c'était juste perdre du temps dans le corps, qu'on n'avait pas le vent dans la bonne direction. Danny nous disait hier qu'il regardait chaque seconde, poulets, là. Il dit le troisième quart a été interminable. Il dit
Entre chaque jeu, je regardais le cadran, je me disais, ça va-tu terminer finalement? C'était vraiment impressionnant comme vent, c'est des bonnes rafales. Ouais, mais même nous, sur les lignes de côté, ça allait pas notre affaire. On sait que le vent est toujours un facteur au Sepsum et le sera au PEPS à Québec en fin octobre également. Certainement. Mais là, c'était quelque chose. Vraiment, là, c'était impossible de botter avec ce vent en pleine face là, même si on a un des meilleurs botteurs au Canada. D'un côté comme de l'autre, c'est des très bons botteurs. Absolument. Puis les deux botteurs, quand ils se retrouvaient avec le vent dans le visage, c'était à chaque fois, c'était comme un peu un botté raté, mais sans être raté. C'est juste que le vent ramenait le ballon. Donc, tout ça pour dire qu'au football, on joue avec avec le climat. L'an passé à la Coupe d'Andimore, c'était de la pluie, de la neige, du vent. Là, c'était le vent. Des fois, c'est la chaleur. Quand il fait 35, c'est pas mieux non plus. Donc, c'est celui qui va être capable de s'ajuster le mieux possible. Et pour cette fois-là, ça a été nous. Donc, on est allé chercher la victoire. Puis, pour parler aussi rapidement de notre défensive, semaine après semaine, qui continue son excellent travail. On a parlé de la ligne défensive qui a accordé seulement 85 verges au sol. Mais par la passe, Samuel Chénard, le corps arrière, recrue par recrue du Rougeard, qui est à sa 5e année, mais première comme partant. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a lancé 3 interceptions, dont une que Jean-Sébastien Bellil a ramené pour un touché. Jean-Sébastien Bellil, le joueur de la semaine défensive. Donc, 3e touché défensif pour les Carabins cette saison. Quand même beaucoup en 4 matchs. Sinon, Ethan Maconzo et Samuel Rossi qui ont réalisé les 2 autres interceptions. Samuel Rossi et Reda Kramdi qui trouvaient que une interception suivie de passe latérale, donne le ballon à son coéquipier était passé. On a décidé de le refaire une 2e fois. Ça a été un petit peu moins fluide ce coup-là. Le dernier coup, c'était vraiment, on en a parlé, donc une belle passe latérale. Là, cette fois-là, vraiment, Reda a décidé qu'il lui arrachait le ballon des mains. Par la suite, la même perdu, l'a échappé. C'est Tyson, si je me trompe pas, qui l'a récupéré. Donc, en bout de ligne, 3 interceptions. Donc, la défensive qui continue son excellent travail, qui contribue offensivement aussi. Donc, honnêtement, si en début de saison, après les premiers matchs, on se disait, mon Dieu, je sais pas, l'attaque fait pas beaucoup de points, la défensive va-tu tenir le coup, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, de semaine en semaine, vraiment, les 3 unités s'améliorent, ça, c'est que positif. Oui, et comme on disait tantôt, donc, semaine de congé pour notre équipe de football qui est de retour en action ici même au Sepsum, vendredi le 27, donc pas ce vendredi, le suivant, contre les Stingers de Concordia, la première équipe qu'on a affrontée de la saison. Essentiellement, là, si je me trompe pas, c'est un copier-coller lors de nos adversaires. Non, c'est pas vrai. Après ça, c'est les Redmen, après ça, c'est le Vert. Non, pas les Redmen. Les hommes de McGill. Les hommes qui jouent au football à McGill. Exactement. Donc, après ça, on passe au Sepsum le 4. Après ça, on finit à Sherbrooke et à Québec. J'aime le calendrier, honnêtement. Vraiment. Ça change, tu sais, puis je veux dire, c'est pas nous qui choisissons, mais cette année, avoir un bye week, une semaine de congé. Exactement, à 4 matchs, puis le dernier avant les séries, moi, j'aime bien. Ça tombe bien pour. C'est vraiment cool. C'est notre année pour ça. Absolument. On va le prendre. Donc, prochain match et des billets sont encore disponibles si vous souhaitez venir faire un tour au Sepsum le vendredi soir, le 27 à 19h. Au Sepsum, une autre belle soirée en notre compagnie. Laurence, tu seras là sur les lignes de côté pour faire non, c'est pas toi qui vas être là cette fois-là. Souviens-toi que je ne serai pas là. Notre collègue Lauriane sera là pour me remplacer, mais je suis certaine qu'elle fera un très bon travail avec sur Instagram. C'est aussi agile pour éviter un plaqué. Mais je lui souhaite parce qu'elle est deux fois plus petite que moi, fait que ça pourrait faire mal. Elle pourrait être prochée jusque sur Côte-Sainte-Catherine. Lauriane qui n'a pas peur, par exemple, du football et du ballon. On se rappelle rapidement une fois sur l'heure du midi qu'il y a eu la bonne idée d'essayer d'attraper un botté de dégagement de notre batteur Louis-Philippe Simoneau. Juste vous dire que ces athlètes sont des professionnels. Il n'en a pas essayé à la maison. Il en a payé plus. Exactement. Donc, bon, mais c'est cool pour ça va être une grosse soirée. Oui, le football s'est lancé sans Laurence, mais avec beaucoup de plaisir le 27 septembre, ici même au Sepsum. Sinon, Raphaël, ce week-end, nos équipes de soccer avaient pas un, mais 2 matchs. Jeudi à l'UQAM et dimanche à l'UQTR. Exactement, donc 2 gros matchs. On parle souvent de la parité au soccer. Quand on s'inclut là-dedans dans les équipes de haut classement, on inclut souvent aussi le Rouge et Or, mais l'UQAM et l'UQTR font partie de ce noyau là, qui aspire aux grands honneurs, autant chez les gars que chez les filles. Et ça apparaît aussi parce que les filles, jeudi soir à l'UQAM, ont subi leur premier revers de la saison, 2-1. Donc, les filles qui sont excellentes, là, premier revers de la saison. Mais se sont très bien repris dès dimanche face à l'UQTR avec une victoire vraiment convaincante de 5-0. Wow. Donc, selon les dires là, de l'entraîneur Kevin McConnell, il disait jeudi, oui, c'était un match serré, oui, ils sont bonnes, mais on a offert une contre-performance. C'est ce qu'il disait. Donc, on va le croire. Il disait c'était le fun de voir à quel point les filles ont bien réagi, ont bien rebondi dimanche avec 5 buts. Il dit on a bien contrôlé le ballon, on a bien contrôlé le jeu. Donc, pour les filles, petite erreur de parcours jeudi, puis on se reprend très bien dimanche
dimanche, donc c'est tout positif. Et du côté des gars, ben là, la saison, je vais dire, quasi parfaite s'est poursuivie avec 2 autres victoires, 2 autres jeux blancs. Les gars, 3-0 jeudi et 1-0 dimanche. Dimanche contre l'UQTR, c'était pour le premier rang, donc les Patriotes qui étaient au 2e rang, nous premiers. Et là, on les a battus, 1-0 pour aller chercher, s'occuper seul du premier rang du RSEQ. Donc les gars, toujours pas accordé de but, toujours pas de victoire. J'adore. Puis en plus, j'ai pas regardé tout leur match depuis le début de la saison, là, mais pour ceux que j'ai vus, c'est des victoires, mais c'est des victoires convaincantes. Quand même la première de la saison comme contre Sherbrooke, 1-0, mais on contrôlait le jeu. Contre Laval aussi, c'est la semaine dernière, je crois. On contrôlait le jeu, donc c'est vraiment encourageant pour nos gars, surtout qu'on reçoit le championnat canadien cette année. Donc, mais nos 2 équipes en général marquent beaucoup de buts aussi, là, pour celles qui ont cette idée préconçue que le soccer finit 0-0 après 90 minutes. On a eu 1-0-0 contre Laval, mais c'est tout. Là. Le reste, ils s'en marquent des buts et pas à peu près tant chez les gars que chez les filles. Donc, c'est un très bon spectacle à voir. D'ailleurs, on a des matchs en fin de semaine ici, n'est-ce pas? On a des matchs en fin de semaine ici, c'est dimanche. On a des matchs au Sepsum, je vais vous dire exactement maintenant. Roulement de tambour. Concordia, les Stingers, donc ils vont être ici, programme double de soccer. Ce dimanche dès 13h. Ça va être les gars d'abord, puis les dames à 15h30. Par la suite. Donc, voilà. La fin de semaine pour le soccer. Absolument. Mais il y avait beaucoup de sport. Je pense que c'est la vraie. La première vraie grosse fin de semaine de compétition. Comme le home opener un peu là. Parce que là, on avait du rugby aussi. Pas honte parce qu'il y avait peu d'événements à domicile. Mis à part le football. Il y en avait. Non, il y avait Oui, on va en parler d'un justement. Du rugby. Les filles qui débutaient leur saison à domicile vendredi soir. Laurence qui avait organisé un gros happening pour l'événement. Mais quelques collègues qui sont déplacés. Quelques collègues et une grande communauté, je dois dire. Les estrades, les mini-estrades étaient complètement full. Il y avait du monde debout partout. On en a parlé la semaine dernière avec Pauline. Il y a de l'ambiance dans ces matchs-là. Et là, on avait demandé aux partisans, aux étudiants athlètes de se déplacer au terrain Vincent Nédy. Et pour vrai, les estrades, comme tu as dit, sont pas énormes, mais elles étaient remplies même que j'étais là pour filmer. Et quand je voulais aller voir 2-3 minutes, j'étais assis au sol. Donc il y avait plus de place. Donc c'était très cool, une belle ambiance. Malheureusement, les filles se sont inclinées 36-29, mais dans un très bon match de rugby. Tu sais, j'ai pas assisté à des dizaines de matchs de rugby dans ma vie, mais pour elle, ça m'a diverti du début à la fin. Même que pour ceux qui connaissent moins le rugby, là, oui, il y a un chrono, il y a du temps, mais à la fin, quand le temps est écoulé, la dernière séquence se poursuit. Là. Donc, le match pourrait se poursuivre pendant 1 heure si l'équipe en possession du ballon ne perd pas. Et là, ça s'est terminé justement sur cette dernière séquence-là. C'est nous qui avions le ballon, ça prenait un essai pour aller égaliser le match. Finalement, certainement, on l'a perdu. Concordia a botté à l'extérieur, ça s'est terminé, mais jusqu'aux derniers instants, on l'a cru. Et c'était vraiment intense, peu d'erreurs, du beau jeu, l'intensité. C'était vraiment un beau spectacle. Selon notre recrue ici au département des communications et du marketing, Arnaud Anderson, ancien capitaine de l'équipe de Brébeuf de rugby, donc notre expert en rugby au sein de notre trio. C'est tout un match. Là. Les filles sont battues solidement jusqu'à surtout la fin. que le premier match face à Concordia, parce que cette année on joue 2 matchs face à chacune des équipes, il disait, lui le disait, l'entraîneur le disait, les joueuses le disaient, ils ont débuté trop tard. Donc on a commencé un peu... Ils se sont réveillés trop tard. Ils se sont réveillés trop tard. Puis là, Pauline nous en parlait la semaine dernière. Elle disait, faut que les joueurs de Concordia sachent que là, ça va débuter plus vite, on va être plus intense et tout. Puis elle parlait qu'elle allait chercher la victoire. Bon, c'est pas arrivé, mais dès le départ, là, c'était la grosse intensité. Ouais, puis l'intention était là, c'est-à-dire que Concordia a capitalisé sur des erreurs que les Carabins ont faites et donc, en fait, sont arrivés à capitaliser là-dessus, ce qui a fait qu'ils sont ressortis victorieuses de ça, mais on parle de 7 points de différence, là, un essai, un converti. Là. Oui, je veux dire, les Carabins étaient là. Jusqu'à la fin. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est, je dis j'ai aimé, vous allez comprendre, là, c'est qu'à la fin du match, il y avait plusieurs filles sur le terrain qui pleuraient, comme si on venait de perdre une finale. Je veux dire, parce que vraiment, ils ont tout donné, puis elles y croyaient, puis là, perdre un match aussi serré, aussi intense. Mais j'ai aimé le speech de Mitch à la fin du match qui disait c'est correct, c'est normal de pleurer, puis j'aime ça voir comme ça lui aussi, parce que ça veut dire que ça vous dérange d'avoir perdu. Si tout le monde est un petit peu on a perdu, on a essayé fort, mais là il dit le fait de voir comme ça, c'est que vous prenez ça à cœur. C'est normal, là, ce
soir là, d'être déçu, là, mais demain ou le lundi, on revient au travail, puis on repart. Puis la saison est loin d'être terminée, même si la saison est pas longue, elle est pas terminée. Ouais. Donc on tourne la page, puis on revient, puis c'est encourageant de voir un aussi beau match malgré une défaite, malheureusement. Ouais. 2 essais pour Rosalie Gravel. 2 essais pour Rosalie Gravel. Notre la ligne bleue hein, qui est passé. Dont un là, qui moi m'a impressionné là, parce que je filmais, j'étais dans la zone début, vraiment près de l'action, là, à quelques mètres de l'action, puis là, j'ai pas le temps officiel, là, mais je pense que pour elle, ils l'ont travaillé pendant 5 minutes. À la ligne d'une verge ou de 2 verges, puis pousse, puis à un moment donné, décide, mettons, de repartir de l'autre côté. Mais là, tu sais, quand tu fais ça, souvent, tu vas perdre un petit peu de terrain. Avec le repère du terrain, là, ça devait être décourageant par moment. Puis c'était long. Puis là, mais souvent, dans des jeux de même, c'est que tu travailles en. Comment. Moi, je suis pas coach, je sais pas comment dire ça exactement, mais tu travailles avec les avants, puis tu sais, c'est du jeu comme d'endurance, puis de force. Puis à un moment donné, c'est que ça crée des trous sur la ligne des arrières, ou en tout cas avec tes avants un petit peu plus loin, puis ça te permet là, de capitaliser là-dessus, puis de rentrer. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, c'est ce qu'elle a fait, puis en tout cas, c'était bien travaillé, c'était un bel effort, puis c'était à l'image du match. On va accélérer parce que le temps file, malheureusement. Ben oui. Les gars, donc, eux, de rugby, faisaient leur entrée dimanche au Sepsum, du moins, sur le terrain Vincent d'Indy. Puis une gros match, grosse victoire pour les gars, 27 face au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Il faut savoir que c'est un peu une nouvelle ère pour les gars au rugby, parce que bon, nouvel entraîneur, l'an passé, on avait une saison sans victoire, donc on a brassé les cartes, puis on avait perdu notre premier match face à Bishops, mais Bishops qui trône au sommet du classement en ce moment, donc c'était une bonne équipe, on le voit. Et là, d'aller chercher finalement une victoire, ça fait du bien au moral. Donc les gars, on l'a même vu après le match, ils étaient vraiment contents, ça célébrait. Encore là, autant que les filles étaient déçues comme si on avait perdu une finale, les gars étaient contents comme si on avait gagné une finale. Donc c'était beau à voir, belle victoire de 27, puis ça d'un côté comme de l'autre, là, ça donne vraiment de l'énergie pour le reste de cette saison-là qui est, rappelons-le, courte, mais très intense. Début de la saison de cross-country. Cross-country. Sur les flancs de la montagne, de l'autre côté, plutôt de l'autre côté. Donc, c'était vendredi, ça, l'invitation McGill. Donc, météo parfaite pour du cross-country. L'entraîneur Éric Janvier qui disait c'est rare qu'on a le droit à une si belle météo, donc c'était vraiment le fun d'être à l'extérieur. Et en plus d'avoir une belle météo, on a eu des belles performances. Quel lien je viens de faire là. Honnêtement, c'est correct que t'es en communication. Moi j'ai étudié là-dedans. Mais les filles, deuxième position, donc c'est excellent. Surtout que ce qu'on me racontait, encore une fois, l'entraîneur il disait que autant les gars et les filles, là, ça fait environ 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on aurait commencé à s'entraîner tous ensemble. C'est sûr que les étudiants athlètes arrêtent pas vraiment de s'entraîner pendant même la saison morte, là, on se garde en forme, mais qu'on a vraiment un entraînement encadré et tout, ça vient tout juste de recommencer, donc on avait plus ou moins d'objectifs de groupe pour cette compétition-là. On se présente là en se disant faites de votre meilleur et après ça va établir des standards pour le reste de la saison. Et là, du côté des filles, 2e position, ce qui est excellent. Du côté des gars, 4e position. Il disait qu'il était très satisfait aussi parce que, il avait pas les chiffres exacts, mais environ le 3/4 de l'équipe du côté des gars, c'est des recrues. Donc, première compétition universitaire à vie, le calibre est élevé, on arrive, on est capable d'aller chercher une 4e position. C'est vraiment incroyable et j'essayais juste de... Oui, Elodie de Cohen, une de nos filles qui a terminé au... c'est le meilleur carabin avec une 3e place. 3e place, exactement. Donc, meilleur carabin, puis c'est un record de parcours pour elle. Une étudiante en médecine. Donc, félicitations aux équipes de cross-country qui ont vraiment bien performé pour la première compétition de l'année. Et chez les hommes, le plus rapide, Kevin Robertson, qu'on aura en entrevue demain. Donc, on va lui laisser nous parler de sa performance à McGill, mais aussi plein d'autres choses parce que c'est un gars occupé cet été. Un individu très intéressant avec un beau parcours. Golf, c'était l'omnium de Lucar à Rimouski. Exactement. Puis là, on parlait des filles au Bic. J'ai oublié de leur demander s'ils étaient arrêtés de manger. Chez Saint-Pierre? Oui, des crevettes, je sais pas. Des bourgots? Des bourgots, tout ce qu'ils veulent. Là, mais en tout cas, d'après moi, ils se sont pas trop bourrés parce qu'ils ont connu de très belles performances. C'est dur de jouer au golf quand t'es trop plein. Donc, les gars, les filles, 2 belles 2e places. Ça s'est super bien passé, même que chez les gars, on était avant cette compétition-là en 3e place du classement général de la saison. Là, on a repris la 2e position. Donc, écoute, on n'aurait pas vraiment pu demander mieux. Du côté des filles, Mylène Limoges était la meilleure avec une 4e place. Chez les gars, c'est Raphaël Lapierre-Messier. Un nom qu'on... souvent, c'est Félix Normand, le joueur qui fait le mieux. Puis là, c'est cool de voir qu'il y a de la profondeur du côté des gars. C'est donc Raphaël Lapierre-Messier qui était meilleur avec aussi une 4e place. Mais quand même, Félix ne voulait pas se faire oublier. A joué sa
sa dernière ronde, un 71. Et là, je regardais, je me disais, quand 71, c'est très bon. Puis c'est Baptiste Maury, le joueur, probablement par excellence du circuit, qui joue pour le Rougeur de l'Université Laval, qui a joué la meilleure ronde de la fin de semaine, un 70. Donc Félix Normand qui a joué la deuxième meilleure ronde de la fin de semaine avec un 71. Très bien. Ce qui est excellent. Donc, des deuxièmes positions pour les gars et les filles en golf. Super, on les félicite. Et en terminant rapidement, au hockey, 2 premiers matchs préparatoires pour notre équipe de hockey féminin. 2 matchs préparatoires. On prenait l'autobus et on s'en allait en Ontario pour affronter les universités de Brock et Ryerson. Donc, 2 victoires pour nos filles de hockey. Et j'ai rapidement pu jaser un petit peu avec l'entraîneur-chef Isabelle Leclerc qui me disait qu'elle était, écoute, c'est dur de pas être satisfaite avec 2 victoires, mais qu'il y a beaucoup de recrues cette année. Elle dit qu'il y avait du jeu décousu un petit peu par moment, surtout le premier match, mais que avec 10 recrues, c'est normal. Hockey, c'est beaucoup de l'installation d'un plan de match, un plan de jeu, un système de jeu. Et que là, c'est pas. C'est pour cette raison justement qu'il y a beaucoup de matchs préparatoires. Je pense qu'ils ont 8 matchs préparatoires, comme 20 matchs de saison régulière. Donc on rajoute presque une demi-saison en matchs préparatoires. Donc de ce côté-là aussi, c'est super encourageant. 2 victoires contre des grosses équipes. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon. Donc on en a parlé rapidement la semaine prochaine, donc dimanche, ce week-end. Dimanche, 2 matchs de soccer ici au Sepsum et samedi, un match de rugby féminin contre McGill dès 13h au terrain Vincent Dindy. Donc 2 événements samedi et dimanche ici au Sepsum pour ce qui est de nos carabins. Donc à venir voir, on vous invite. Merci pour ce tour d'horizon. Nous on se retrouve demain avec l'invité de la semaine, Kevin Robertson, de l'équipe de cross-country et d'athlétisme des carabins. Donc je vous souhaite une bonne journée et à vous aussi. À bientôt!